8h32 sur BFM TV et RMC. Bruno Tertrais, bonjour. Bonjour. Directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique et conseiller géopolitique à l'Institut Montaigne. Merci d'être mon invité ce matin au lendemain de ce Conseil européen consacré notamment à l'Ukraine et alors que l'on a appris cette nuit par la voix d'Emmanuel Macron que Volodymyr Zelensky sera à Paris jeudi pour s'assurer du nouveau du soutien des Européens, d'une partie des Européens. Bruno Tertrais, Emmanuel Macron appelle à une coalition de pays volontaires pour assurer la paix en Ukraine. C'est ce qui va se jouer dans les prochains jours. Très concrètement, la question de l'envoi de troupes à Kiev et aux alentours. Pas encore. On n'en est pas encore là. Ce dont il s'agit, c'est de préparer le moment où, s'il arrive, les Européens pourraient aller sur place pour garantir la paix. On n'y est pas du tout, mais il faut être prêt pour le moment où ça se ferait. Moi, je ne crois pas du tout qu'on aura un accord de cessez-le-feu durable. On peut avoir un cessez-le-feu partiel, mais un cessez-le-feu durable dans les semaines qui viennent. Mais toutes ces choses-là, l'envoi de forces, que ce soit à l'ouest du territoire ukrainien, à l'est, c'est pas encore très clair. Ça se prépare très longtemps à l'avance, donc c'est normal que les Européens se préparent pour cet éventuel accord de paix, mais qui n'est pas encore là. Et c'est pour ça que vous êtes prudent ce matin, Bruno Tertrais, et que vous dites si cela arrive. Coalition des volontaires, concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? C'est-à-dire qu'il n'y aura pas 27 pays autour de la table. C'est qui les volontaires ? La coalition de volontaires, c'est une expression qu'on emploie dans ce type de cas pour dire que c'est pas l'OTAN, c'est pas l'Union européenne, mais c'est tout simplement les pays qui ont envie de participer à garantir la sécurité de l'Ukraine. Donc c'est très informel. Évidemment, il y a des choses qui se passent dans le cadre de l'Union européenne, tout ce qui concerne les sanctions, l'assistance à l'Ukraine, les budgets de défense, etc. Mais là, c'est tout simplement les pays intéressés. Il y a un leadership, très clairement, franco-britannique. C'est pas extraordinaire, c'est souvent comme ça. La France et la Grande-Bretagne sont les deux grands pays européens qui ont la capacité et la volonté d'agir militairement loin de leurs frontières. Keir Starmer et Emmanuel Macron s'entendent bien, donc c'est normal que ce soit un leadership franco-britannique. Mais les Britanniques et les Français n'ont pas envie d'y aller tout seuls. Il faut qu'il y ait d'autres États. Il y a ceux qui sont intéressés, moins intéressés, ceux qui disent merci mais sans nous. Voilà. Mais ça se fait sans drame pour l'instant, c'est-à-dire c'est uniquement les pays volontaires qui amèneront des forces s'il y a un accord de paix. Et on verra jeudi combien de ces pays volontaires sont là. Je me souviens du mot d'Emmanuel Macron qui avait mis en garde contre la vassalisation heureuse. Donc j'imagine que ceux qui seront là seront ceux qui partagent ce type de propos, qui partagent ce constat posé par Emmanuel Macron. Quoi qu'il en soit, on a à peu près la certitude, Bruno Tertrais, que cette coalition des volontaires, ce n'est pas l'intégralité de l'Union européenne. Quand on regarde notamment ce qui s'est passé hier au Conseil européen, l'Europe semble assez désunie. D'accord sur le principe de soutien à l'Ukraine, mais désunie sur ses modalités. Mais écoutez, c'est quand même pas extraordinaire. Je ne sais pas s'il faut parler de manque d'unité quand il faut envoyer des troupes quelque part. C'est normal que le Portugal ou l'Espagne, par exemple, disent écoutez, nous, pas forcément. L'Irlande, c'est un pays neutre. L'Autriche, pourquoi c'est normal, Bruno Tertrais ? Mais ça n'est pas extraordinaire que tous les 27 pays de l'Union européenne ne partagent pas exactement la même culture dans le domaine de la défense. La géographie, l'histoire, la politique, les priorités budgétaires, tout ceci explique que à 27, on peut pas être totalement unis sur toutes les questions de défense. C'est pas grave, dites-vous ? Non, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on arrive à s'entendre, comme ça a été fait dans les jours et les semaines qui précèdent, sur la possibilité de dégager ensemble des budgets pour que l'Europe se réarme. Voilà. Après, le fait que tout le monde n'envoie pas les troupes en Ukraine, non, je vois pas pourquoi ça serait grave. Que l'Europe se réarme, Bruno Tertrais, je rappelle que vous êtes conseiller géopolitique à l'Institut Montaigne et directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. C'est-à-dire que pour nos auditeurs, vous êtes l'un des experts de ces choses-là, de la guerre, de la paix, des discussions à plusieurs. Quand on parle d'achat d'armement commun, est-ce que ça compte que ce soit de l'armement européen ? Je lisais ce matin que 2/3 des achats d'armement en Europe, ce sont des importations de pays en dehors de l'Union européenne. Oui, alors les 2/3, 60%, 70%, ça dépend comment on compte exactement en volume, en valeur, etc. Peu importe. Il y a les faits. Les faits, c'est que l'Europe est droguée depuis 1949 à l'armement américain. Pourquoi ? Parce que c'est facile, c'est moderne. Les Américains font tout pour vendre en Europe et que nous, Européens, pas nous Français, mais nous Européens, on a cru acheter notre sécurité en achetant des matériels américain. Et on entend certains dire c'est aussi moins cher.
Et c'est souvent moins cher. Oui. Alors, ce dont il s'agit, c'est de réduire la dépendance de l'Europe progressivement au matériel américain et de manière générale à acheter encore plus européen. Mais ça mettra énormément de temps. Vous pensez bien que les matériels de guerre, ça ne se remplace pas comme vous remplacez le micro qui est sur cette table. Énormément de temps, c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans? On peut dire 20 ans. Allez, 20 ans. On va dire 20 ans. Et de même que le renforcement de la capacité de l'industrie européenne à fournir plus, vite et mieux aux pays qui sont demandeurs, là aussi, ça se fait pas tout seul. La défense, c'est des affaires compliquées, c'est des matériels lourds. Si vous prenez l'exemple d'un avion de combat ou d'un sous-marin, c'est des dizaines d'années entre la conception, la mise en service, les opérations. Voilà, donc tout ça, ce sont les phénomènes de fond. On va dire qu'il y a un tournant qui a été pris, mais que on mettra des dizaines d'années avant de concrétiser vraiment le changement de cap. En parallèle de ce Conseil européen, en parallèle du rendez-vous de jeudi, je rappelle donc Volodymyr Zelensky qui sera à Paris pour un sommet avec plusieurs pays sous l'égide de la France et de la Grande-Bretagne, il y a des discussions diplomatiques, celles-là, qui se déroulent assez éloignées des caméras, c'est l'usage à huis clos, en Arabie Saoudite, qui reprennent lundi avec des négociateurs ukrainiens et des négociateurs russes. À ce stade, les Ukrainiens acceptent une trêve de 30 jours, mais pas les Russes. Est-ce que c'est eux qui mènent la danse aujourd'hui ? Alors, écoutez, aujourd'hui, la balle est dans le camp des Russes. Pourquoi ? Parce que Volodymyr Zelensky, il y a une dizaine de jours, a accepté le principe d'un cessez-le-feu total, terre, air, mer, sur 30 jours. Qui est-ce qui fait les difficultés ? C'est Vladimir Poutine. Pourquoi ? Pourquoi il en fait alors, je vais vous dire, c'est une posture de négociation ou tout simplement les termes ne lui conviennent pas parce que Vladimir Poutine ne veut pas la paix. C'est aussi simple que cela. Pour lui, la paix n'est concevable que si l'Ukraine est totalement neutralisée, démilitarisée et dénazifiée. Il faut le dire encore et encore. Il y a une raison supplémentaire, c'est que depuis 3 ans, la Russie est devenue une machine de guerre. La Russie d'aujourd'hui n'est plus celle d'il y a 3 ans. Celle d'il y a 3 ans n'était déjà plus celle d'il y a 10 ans. Je dis souvent avec d'autres que la Russie est en train de se transformer en une gigantesque Corée du Nord. Vladimir Poutine ne vit que par la guerre. Et aujourd'hui, il a créé un monstre quelque part qu'il contrôle encore, mais qu'il ne peut pas arrêter comme cela. Donc, à mon sens, il n'est pas possible aujourd'hui pour Vladimir Poutine d'envisager une paix stable et satisfaisante pour tout le monde avec l'Ukraine. La seule chose qui est concevable, c'est un cessez-le-feu temporaire. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez ce décalage entre les Européens qui se préparent. On se dit que 30 jours, c'est temporaire, Bruno Tertrais, pardon, mais pour ceux qui nous écoutent. Oui. Donc pourquoi est-ce que, y compris ce délai, ne lui convient pas ? Encore une fois, parce qu'il faut toujours donner une chance à la paix. Oui. Simplement, je ne pense pas qu'il y aura d'accord de paix dans les mois qui viennent, mais il faut toujours donner une chance à la paix. C'est pour ça que d'un côté, vous avez les négociateurs en Arabie Saoudite et de l'autre, les Européens qui se préparent à mettre en œuvre un éventuel accord de paix après un cessez-le-feu durable. On n'y est pas du tout. Mais encore une fois, je pense que ça peut arranger à un moment la Russie de faire un accord de cessez-le-feu complet. Mais c'est pour mieux souffler, c'est pour mieux se réarmer. Ouais. Parce que l'on voit que, en parallèle des discussions, les frappes se poursuivent et on est d'ailleurs assez frappé d'entendre autant parler de la paix. Encore Emmanuel Macron hier à Bruxelles qui dit il faut protéger la paix, protéger la paix, protéger la paix. En attendant, c'est la guerre qui se poursuit, la guerre qui fait des victimes. Ce qui est frappant surtout, il y a eu notamment ces dernières 24 heures énormément de frappes russes sur la ville d'Odessa et pas seulement sur les infrastructures énergétiques, mais vraiment, on a l'impression que la Russie donne tout ce qu'elle peut, si j'ose dire, avant qu'il y ait un éventuel cessez-le-feu. Il y a un accord, en principe, entre Russes et Ukrainiens sur l'idée de au moins avoir un cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques. C'est-à-dire, du côté ukrainien, on tape pas les centrales électriques, et du côté russe, l'Ukraine ne tape pas les raffineries de pétrole. Prendre le contrôle de certaines centrales Alors ça, c'est en autre Ukraine. chose. Ça, c'est un truc encore formidable. C'est Donald Trump, dans ses idées, dans son logiciel un peu fantasmagorique, et il imagine que l'Amérique pourrait racheter et opérer les centrales nucléaires et les centrales électriques de l'Ukraine. Hier, en disant c'est la meilleure garantie de sécurité si les États-Unis récupèrent les centrales, les minerais, au fond si les États-Unis ont des intérêts économiques en Ukraine. Oui, alors c'est pas complètement idiot sur le principe. L'idée de dire après tout, plus les Américains seraient présents physiquement, économiquement sur le territoire, moins la Russie serait
tenté de reprendre la guerre contre l'Ukraine. Sauf qu'en fait, quand vous regardez ce qui s'est passé en 2014 et en 2022, surtout en 2022, il y avait énormément d'Américains en Ukraine. Est-ce que ça a empêché Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine? L'idée de Trump, c'est de dire, ah, s'il y a des Américains, il n'osera pas, Poutine, prendre le risque de faire des morts américains. Sauf que ça n'a pas marché, puisqu'en 2022, il y avait énormément d'Américains en Ukraine. Bruno Tertrais, je rappelle que vous êtes un grand témoin du monde, conseiller géopolitique notamment à l'Institut Montaigne. 3 ans après le début de la guerre, dans quel état est l'Ukraine? Est-ce que l'Ukraine a besoin aujourd'hui de cette trêve que l'on évoque avec ces discussions qui reprennent lundi en Arabie Saoudite? Ou est-ce qu'au fond, Vladimir Poutine en a davantage besoin que son adversaire ou son ennemi ukrainien? Pourquoi est-ce qu'on parle de trêve ou de cessez-le-feu aujourd'hui? C'est pas seulement parce que Donald Trump est arrivé et a la capacité, c'est vrai, de parler à la fois à Poutine et à Zelensky. Mais on en parle aussi parce qu'après 3 ans de guerre, les deux armées, les deux pays sont épuisés. Épuisés, pas seulement fatigués, mais épuisés. Je parle pas seulement du nombre de morts et de blessés, mais les économies des deux pays ont énormément souffert. Et quelque part, les deux ont besoin de souffler, si j'ose dire, quelles que soient leurs intentions futures. L'Ukraine ne demande que la paix, c'est-à-dire ne demande que les Russes partent et qu'ils puissent retrouver leur pays en intégralité et en paix. La Russie a moins besoin de la paix, comme je l'ai dit tout à l'heure, à mon sens. La Russie de Poutine ne peut pas faire la paix avec l'Ukraine. C'est aussi simple que cela. En revanche, du point de vue tactique, elle a besoin de souffler, de se reposer. Il y a notamment un problème de plus en plus important de matériel de défense. Les Russes, on va dire, ont toujours autant d'hommes à envoyer au front, mais ont de moins en moins de matériel pour que ces soldats soient équipés. Question de curiosité personnelle, Bruno Tertrais. J'ai le souvenir qu'il y a quelques mois, on disait mais la paix, elle ne pourra pas se faire avec Vladimir Poutine, faudra qu'il parte. Cette question de la paix avec les acteurs de la guerre, on ne la pose plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une forme de statu quo qui voudrait que, quelle que soit l'issue, Volodymyr Zelensky resterait président de l'Ukraine et Vladimir Poutine, la grande tsar de la Russie. La grande différence entre les deux, c'est que ce sont les Ukrainiens qui décideront si Vladimir Zelensky reste ou pas président, alors que ce ne sont pas les Russes qui décideront si Vladimir Poutine reste président, puisqu'il peut être président jusqu'en 2036. Mais vous avez compris que ma question n'est pas que triviale. Est-ce que, en général, on peut faire la paix avec les acteurs de la guerre? Oui, c'est tout à fait possible. C'est possible. Oui, c'est tout à fait possible. Simplement, Poutine ne peut pas faire la paix avec l'Ukraine d'aujourd'hui, que ce soit avec Zelensky ou avec un autre. Oui, la question, c'est plutôt de savoir si les acteurs de la guerre peuvent être des bons dirigeants après la guerre. Bon, l'exemple classique étant Churchill, qui très vite a été évincé du pouvoir en Grande-Bretagne. Mais je le répète, il est impossible pour Vladimir Poutine de faire la paix aujourd'hui avec l'Ukraine, avec une Ukraine souveraine, que ce soit avec Zelensky ou pas. Et de toute façon, si je comprends bien ce que vous nous dites ce matin, Bruno Tertrais, cette perspective et de la trêve et de la paix sont encore assez éloignées en dépit des réunions qui la trêve est possible, qui se rapprochent, mais pas dans les prochains jours. On est sur un horizon plus une trêve limitée est possible dans les prochains jours. Un cessez-le-feu total pour quelque temps, quelques semaines est concevable dans les semaines qui viennent. La paix dans les mois qui viennent, honnêtement, je n'y crois pas. J'en viens, Bruno Tertrais, à un autre dossier à l'international qui en réalité agite beaucoup en France, pas en Europe, mais en France. La pire crise depuis 1962 avec l'Algérie, d'après l'historien Benjamin Stora, 62 étant l'année de l'indépendance algérienne. Je reviendrai sur les reproches de part et d'autre, mais il y a avant tout le cas de Boualem Sansal, écrivain franco-algérien, qui risque 10 ans de prison pour avoir dit, entre autres, qu'une partie du territoire algérien devait initialement revenir, ou historiquement revenir au Maroc. Emmanuel Macron évoque des échanges avec le président algérien pour libérer Boualem Sansal. C'est la seule chance aujourd'hui des échanges de chef d'État à chef d'État, ça se résoudra entre présidents? Je ne peux pas croire un instant que ça se résolve autrement, vu la sensibilité de ce dossier à la fois à Paris et à Alger, que par un dialogue, une discussion, peut-être une négociation entre le président algérien et le président français. Aujourd'hui, cette affaire a pris une telle place dans le débat public et elle est liée, qu'on le veuille ou non, elle est devenue liée au reste des contentieux et des différents Justement, c'est une bonne stratégie de lier de joindre le cas de Boualem Sansal à celui des OQTF. Alors, c'est une bonne question. Là, il y a un vrai sujet de stratégie diplomatique. On peut choisir de dissocier ou au contraire de joindre. Je ne sais pas quel est le bon choix pour la France et pour l'Algérie. Ce qui est certain, c'est que du côté algérien, je pense qu'on voit les débats français quelque part avec un mélange de perplexité et de délectation. Perplexité parce que je ne sais pas si à Alger on comprend exactement les agendas des uns et des autres dans le débat public parisien, mais probablement délectation aussi parce que on se rend compte, j'imagine, que si il y a des acteurs politiques majeurs qui ne sont pas du même avis sur comment gérer la crise franco-algérienne à Paris, et là, eh bien, c'est pas, mais
On pense à Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, et par exemple à Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères. Absolument. Et si on voit que c'est un sujet de débat politique majeur et public, voire de désaccord au sein du gouvernement, eh bien, moi, si j'étais Alger, je serais tenté de jouer sur ces désaccords et de continuer à voir comment la crise peut bénéficier à mes intérêts. Sur le fond, je le disais, il y a des reproches mutuels, puisqu'il y a le cas de Boualem Sansal, qui est un casus belli côté français. Il y a aussi le cas de la réadmission ou de la mauvaise foi d'Alger, Dixit Paris, dans la gestion des réadmissions de ressortissants sous OQTF. Hier, le ministère algérien des Affaires étrangères a fait un communiqué en disant oui, mais d'accord, mais la France refuse aussi d'extrader d'anciens ministres d'Abdelaziz Bouteflika et ne nous aide pas sur le dossier des biens mal acquis. Sans rentrer sur le fond des dossiers, on voit que tout est tellement imbriqué, il y a un tel maelstrom. Est-ce que vous, l'expert des relations internationales, voyez une voie de passage pour sortir de la crise actuelle, ou est-ce que l'on va vers la rupture des relations diplomatiques? Première chose, je pense qu'il n'est pas malsain qu'enfin on mette tout sur la table avec l'Algérie, car les sujets de contentieux, ils sont connus, ils sont sensibles, mais longtemps ça a été, vous savez, il y a une expression aux États-Unis quand on parle des débats très sensibles auxquels on ne veut pas toucher, c'est le troisième rail. Le troisième rail, c'est celui du métro ou du train, oui, sur lequel il faut surtout pas toucher. Eh bien, finalement, je crois que trop longtemps, entre la France et l'Algérie, nous avons glissé les choses, la poussière sous le tapis, si j'ose dire, et refusé d'avoir des débats publics sur ces sujets extrêmement importants et sensibles. Le problème, c'est qu'ils sont instrumentalisés politiquement, pas seulement à Alger, mais aussi à Paris. Moi, ce que je recommanderais, puisque vous me le demandez, c'est d'abord qu'il n'y ait qu'une seule voix française qui parle, à savoir le président de la République et le Premier ministre. Ça serait déjà important. Pour ne pas que Alger puisse jouer justement sur nos débats et sur nos différends. Vous dites que Bruno Retailleau doit se taire, si je résume. Je pense que les ministres concernés devraient rester dans leur couloir de nage, si j'ose dire, et surtout ne pas évoquer ces sujets avec une passion qui sied mal à un bon règlement des questions diplomatiques. Après, les meilleures choses en franco-algérien, comme avec d'autres pays d'ailleurs, la meilleure manière de procéder, c'est généralement en dehors de la scène publique, c'est-à-dire discrètement, comme on gère par exemple les questions de renseignement et de contre-terrorisme entre les services algériens et les services français. Après, apaiser un débat franco-algérien, j'allais dire, c'est presque une contradiction dans les termes. La sensibilité du sujet franco-algérien, les deux côtés de la Méditerranée, de façon par nature, fait que ça sera toujours des débats enflammés. Mais la première chose, c'est que je pense qu'il faut que tout le monde se calme. Un dernier mot, Bruno Tertrais, de ce qui se passe au Proche-Orient avec l'armée israélienne qui poursuit son opération au sol dans le sud de la bande de Gaza après 2 mois d'une trêve fragile. Les bombardements s'intensifient depuis mardi. Le président israélien se dit troublé par la reprise des combats. Pourquoi le gouvernement de Benyamin Netanyahou a rompu la trêve ? Il a, semble-t-il, rompu la trêve pour des raisons qui tiennent à la fois à la manière dont le cessez-le-feu a été géré par les deux parties, mais aussi pour des raisons, me semble-t-il, politiques. Je suis prudent parce que je ne veux pas faire de procès d'intention. Ça veut dire de politique intérieure ? Oui, de politique intérieure. La manière dont le président Herzog est sorti publiquement pour critiquer ouvertement... Ce qui est rare. Ce qui est rare. Ouais. Alors moi je le connais, le président Herzog, c'est un type modéré, c'est l'anti-Netanyahou si vous voulez. Ouais. C'est quelqu'un de très modéré, c'est un intellectuel qui, pour qu'il se permette de quelque part de rompre le consensus qui existe quand même depuis le 7 octobre sur la question de Gaza, c'est que franchement ça veut dire qu'il en a assez de Netanyahou et que la manière dont Netanyahou joue son jeu personnel aujourd'hui reste malheureusement indissociable de la manière dont l'armée gère la question du cessez-le-feu à Gaza. Autrement dit, il n'est plus possible. Il n'est plus possible de dire que quand il y a une rupture de cessez-le-feu par Israël, par exemple, eh bien, c'est forcément aussi politique, malheureusement. Et là, je crois que Netanyahou est en train de reprendre sa stratégie personnelle, y compris pour essayer de récupérer un ministre d'extrême droite qui est parti, qu'il faudrait qu'il revienne. Voilà, malheureusement, les Gazaouis, et je pense qu'il y a peut-être de très bonnes raisons de continuer à bombarder certains endroits à Gaza. C'est pas le sujet. Mais je crains que la population gazaoui soit aussi l'otage quelque part des différents intra-israéliens. Et en très bref, Bruno Tertrais, puisque vous connaissez parfaitement ces dossiers, l'invitation dans ce contexte de Jordan Bardella, président du Rassemblement national, et de Marion Maréchal, par les autorités israéliennes, comment est-ce que vous l'interprétez ? Ce que l'on entend dire,
C'est au fond, Israël ne croit plus qu'un autre parti que le Rassemblement national défendra les intérêts des Français de confession juive. Ça m'étonnerait que ce soit aussi simple. En revanche, c'est l'achèvement de la stratégie de dédiabolisation, c'est la consécration du fait que pour un certain nombre de Français juifs, eh bien, le Rassemblement national est un parti désormais tout à fait fréquentable, mais ça ne peut arriver quelque part qu'au moment où justement il y a une coalition extrêmement radicale au pouvoir en Israël, à savoir Benjamin Netanyahou et ses alliés. Et donc cette convergence entre le RN et la coalition d'aujourd'hui, elle n'est pas totalement artificielle. Merci Bruno Merci Tertrais de vos Lumières, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique et conseiller géopolitique à l'Institut Montaigne. Il est 8h52 sur RMC et BFM TV.